Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence du collectif Défi. Aujourd'hui, on reçoit Simon Després, qui est professeur des écoles en Polynésie française, docteur en sciences de l'éducation et de la formation et formateur d'enseignants. Il est spécialiste des pratiques philosophiques avec les enfants, de la littérature jeunesse et des approches éducatives contextualisées en milieux plurilingues et postcoloniaux. Ses travaux de recherche menés au sein de ISCO, Université de la Polynésie française, portent sur les discussions à visée philosophique DVP à l'école primaire en lien avec la littérature jeunesse polynésienne, le bilinguisme et l'implication parentale. Il est notamment l'auteur d'une thèse intitulée Discussions à visée philosophique, littérature de jeunesse polynésienne et implication parentale au cours préparatoire, une pratique philosophique contextuelle en Polynésie. Alors, voilà, ben, Simon, comme on a dit, ben, merci d'être là. Premièrement, on est très heureux de t'avoir et à nouveau, merci encore de t'être levé si tôt, hein. Et Merci puis, à vous. comme on parlait de présentation, ben, 15-20 minutes, 30 minutes maximum pour qu'on ait un peu le temps pour les questions des participants. Alors, D'accord. voilà, Simon, je te laisse la parole. Très bien, merci. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors, donc je vais vous présenter 3 clés pour pratiquer la philosophie avec les enfants en contexte post-colonial plurilingue. Donc, rapidement, je me représente vite fait. Donc, moi, c'est Simon Després. Donc, je suis professeur des écoles et docteur en sciences de l'éducation. Et je suis membre de l'unité de recherche ISCO à l'Université de la Polynésie française. Donc, le plan, je vais essayer de durer environ entre 20 et 30 minutes. Je commencerai par une petite introduction, ensuite une petite partie théorique. En 3, je présenterai la question centrale de l'étude, la méthodologie, les résultats et on terminera par une brève conclusion. Alors, l'introduction. Donc, l'étude, elle se passe à l'école polynésienne. Donc, c'est dans l'ère culturelle du triangle polynésien, donc avec Hawaï, Rapa et la Nouvelle-Zélande. Donc, nous, on est au milieu, on est en plein cœur de l'océan Pacifique. Et donc, c'est un contexte postcolonial. Donc, c'est une ancienne colonie française et c'est un contexte aussi plurilingue. Donc, on a plusieurs langues. On a donc la langue française qui est la langue officielle et la langue de scolarisation. Mais on a aussi en deuxième langue officielle le tahitien. En fait, les langues polynésiennes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Polynésie française, on ne le sait pas tout le temps, mais c'est en fait c'est 118 îles qui sont éparpillées sur un territoire vaste comme l'Europe, et chaque île a enfin pas chaque île, mais chaque archipel a un dialecte un peu particulier. Mais c'est des langues cousines, donc on appelle ça les langues polynésiennes. Mais il y a plusieurs langues polynésiennes. Et on a 5 archipels en Polynésie, l'archipel de la Société, les Marquises, les Tuamotu-Gambier et les Australes. Donc, moi, où je fais mes travaux, donc c'est à Moorea. Donc, c'est l'île sœur de Tahiti. Donc là, vous avez, donc c'est une île volcanique. Donc, on est dans l'archipel de la Société. Donc, on n'est pas dans la Polynésie vraiment isolée, hein. On est juste à côté de Tahiti. Donc, ça joue aussi par rapport au contexte. Donc, on est dans un contexte quand même si pour vous, ça paraît peut-être très euh, rural, mais on est dans un contexte plutôt urbain par rapport à la Polynésie parce que Tahiti est juste à côté. En fait, le centre administratif de la Polynésie est juste à côté. On a juste une demi-heure de navette en bateau. Et donc, moi, particulièrement, j'exerce à l'école de Popo. Et dans une classe de CE1, CE2, j'ai des élèves de 7 à 8 ans, une vingtaine d'élèves de 7 à 8 ans. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est de vous présenter 3 clés qui cherchent à favoriser la réussite de tous les élèves lors d'une pratique philosophique en contexte postcolonial plurilingue. Alors, pourquoi c'est en réponse à des écueils. Donc, ça fait 10 ans environ que que je pratique la philosophie avec les enfants. Et ben, voilà, j'essaye de trouver
des solutions, des clés pour motiver les élèves et surtout aussi pour essayer de faire réussir l'ensemble des participants aux ateliers philo. Et donc, je vais vous présenter 3 clés. Donc là, je vais faire une petite partie théorique qui est importante, qui va être peut-être un peu longue, mais qui va être importante pour bien donner une assise scientifique aux travaux. Donc, selon Guy et Aline Caille, en fait, le système éducatif polynésien, il obtient des résultats préoccupants, c'est-à-dire que les pourcentages de réussite aux évaluations ils sont inférieurs à la métropole et on a des taux élevés d'illettrisme et de décrochage scolaire. On se rend compte qu'on ne peut pas calquer le modèle métropolitain directement en Polynésie, qu'il faut tenir compte des spécificités. Et donc, selon Salon, les causes de l'échec scolaire expliquées par l'institution ne remettent jamais en question les discriminations en fait, de l'institution. Et pour elle, elle dit que le système éducatif polynésien ne garantit pas l'égalité des chances car il est imprégné du legs colonial. Alors, selon Genevois, Wallian, Delcroix et Forissier Anxieux aussi aux Antilles, en fait, on peut utiliser des stratégies d'enseignement contextualisées en contexte post-colonial pour favoriser la réussite scolaire, l'estime de soi des élèves. Alors, nous, dans mes travaux de thèse et dans un article que j'avais écrit, donc, j'explique que les didactiques contextualisées, pour faire simple, on va essayer de trouver tous les moyens, l'ensemble des moyens pour transmettre des connaissances, mais de façon sensible au contexte d'enseignement. Donc, on va essayer de dépasser les mécanismes de simple adaptation où on ajoute des contenus d'enseignement pour les élèves d'outre-mer ou alors où on réduit le niveau d'exigence et en prenant vraiment appui sur le contexte au profit des apprentissages. Alors, selon Nocus, Vernodon et Paya, dans le contexte plurilingue des Outre-mer, ils préconisent d'utiliser des stratégies d'enseignement qui valorisent l'identité culturelle des élèves pour les motiver, les engager et favoriser leur réussite. Par rapport à l'implication parentale, selon Epstein et Larrivée, l'implication des parents à l'école apporte des bienfaits et on note une influence bénéfique sur la confiance des élèves, leur motivation et leur réussite. Alors, donc après, Aline Caille, qui était ma directrice de thèse, je me suis appuyé aussi sur ses travaux parce qu'elle a modélisé des interventions parentales en différents styles interactifs, donc le style directif, le style interactif, le style autonomisant. Et ces travaux montrent l'efficacité pour l'apprentissage de connaissances et de savoir du style suggestif et autonomisant. Alors, selon Todier et Gilbert, impliquer les parents dans des pratiques philosophiques donc, permet de faire entrer la réflexion raisonnée dans le cercle familial et ainsi, on instaure une continuité éducative entre le monde de l'école et celui des familles. Alors, je vous apporte beaucoup d'apports pour la partie théorique, mais c'est important en fait pour bien comprendre. Ensuite, au niveau du plurilinguisme, donc on a Cummins et Helot. Donc, ils disent que quand un plurilinguisme à l'école qui légitime la langue minoritaire des enfants, elle va créer un espace d'échange entre les cultures. Et dans ce genre de dynamique, on perçoit la diversité culturelle, linguistique, plutôt comme une richesse. Alors, nous, on s'est appuyé au niveau linguistique sur les travaux aussi de Garcia, donc, qui parle du translanguaging. En fait, elle dit qu'on peut utiliser 2 langues, c'est possible, dans une même situation d'enseignement. Et du coup, on remet un peu en question la hiérarchie implicite des langues et donc on tend vers plus d'égalité sociale. Selon Anxio, donc dans ces contextes plurilingues, on a forcément des alternances codiques, c'est des effets de contexte inévitables qui s'expliquent par la présence simultanée de plusieurs langues dans les territoires ultramarins. Ensuite, par rapport
à Takona, il dit qu'il y a un lien fort entre l'attention forte et la mémorisation durable. Et Latimier dit que plus une information est récupérée, plus l'accès à cette information est facilité et consolidé. Ensuite, on a aussi des théoriciens sur la motivation et qui disent qu'agir sur la motivation des étudiants, c'est agir sur leur engagement, leur persévérance et leur réussite. Par rapport à l'enseignement explicite, on a Bissonnette, Rosenschein, Archer et Hugues, Gauthier. Donc l'enseignement explicite, c'est une pratique jugée efficace, pratique d'enseignement jugée efficace, qui a fait ses preuves avec des publics variés, dans des contextes différents, et ce serait une méthode plus équitable qui profiterait en particulier aux élèves en difficulté. Et donc, selon Archer et Hugues, l'enseignement explicite est vraiment centré sur les habilités que les enfants ont besoin pour progresser. Donc, à partir de tous ces apports théoriques, la question centrale que je pose, c'est en quoi une pratique philosophique donc contextualisée, première clé, séquencée, deuxième clé, et explicite, troisième clé, permettrait-elle de favoriser la réussite de tous les élèves à l'école polynésienne, postcoloniale et plurilingue. Donc, c'est une étude exploratoire, qualitative, basée sur une épistémologie interprétative où la subjectivité du chercheur entre en considération dans les résultats. Donc, on réalise des modules de philosophie dans ma classe, là où je suis à l'heure actuelle, donc sur différents thèmes. Hein. Là, on a fait grandir, on a fait l'amitié, on a fait les émotions, le bien-être, le corps. Donc, la population, c'est 20 élèves qui sont âgés de 7 à 8 ans et on est à l'école de Popo à Moorea, comme je disais tout à l'heure. Alors, au niveau des stratégies d'enseignement que nous avons utilisées, donc d'abord, on met en œuvre une pratique philosophique contextualisée. Donc, comment on peut mettre en œuvre une pratique philosophique contextualisée? D'abord, en utilisant des supports de médiation culturelle endogènes. Donc, comme Edwige Chirouter le souligne, pour faire de la philosophie, on peut s'appuyer sur la compréhension et l'interprétation d'albums de littérature de jeunesse. Là, nous, on utilise des albums de littérature de jeunesse polynésienne. Donc, il y en a plein, hein, mais là, par exemple, j'en ai un. Ici, je ne sais pas donc, si vous voyez le livre, qui s'appelle Te Hoamo, qui permet, donc ça veut dire les amis, qui permet de travailler sur l'amitié, mais qui est en langue polynésienne. Et donc, c'est un petit album qui plaît beaucoup aux enfants. Oui, on te voit, Simon. Vous me voyez? Voilà, mais oui, il y a plein d'albums. Un autre album, par exemple, ici, on a Mo'oiti, donc là, qui permet de travailler, par exemple, donc c'est l'histoire d'un petit lézard, ça veut dire petit lézard, donc on peut travailler sur grandir, sur les différents stades de la vie, etc. Donc, on essaie d'utiliser des supports de médiation culturelle endogènes, c'est-à-dire qui sont issus du territoire. Mais on utilise aussi, par exemple, des paroles de chansons, des paroles de poésie, etc. On peut utiliser différents supports. Donc, au niveau de l'implication parentale, comment on a fait pour impliquer les parents dans les pratiques philosophiques? Donc, dans une première expérimentation, ils étaient impliqués à travers une lecture partagée, c'est-à-dire qu'ils venaient dans la classe lire un livre aux enfants en tahitien. Bon, bien sûr, nous, comme j'expliquais tout à l'heure, donc la Polynésie, c'est une mosaïque culturelle. On a aussi des enfants qui ne parlent pas tahitien, qui parlent. Donc, du coup, on voit déjà l'album en français aussi avec tout le monde. Mais après, le parent venait lire cet album en tahitien et après, on lançait une discussion. Donc, ça, c'était la première façon d'impliquer les parents. C'était à travers la lecture partagée en classe, hein, et ils pouvaient participer à la discussion et rebondir en tahitien si les enfants parlaient en tahitien. La deuxième façon d'impliquer les parents, on a fait en fait donc c'était sur le thème, une discussion sur le thème du sens, le sens du tatouage. Donc c'est aussi pour avoir un ancrage culturel avec la Polynésie, le tatouage est important en Polynésie. Et donc là, on a fait d'abord une discussion avec les enfants. Ensuite, on a fait une discussion avec les parents et on a essayé de comparer un peu les différentes conceptions et de voir
les différences et les similitudes entre les représentations des parents et des enfants sur le tatouage. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on utilise un modèle éducatif bilingue français-tahitien avec des supports de médiation soit en polynésien, soit en tahitien, soit en plusieurs langues. Et on peut utiliser le twin languaging, c'est-à-dire qu'on peut utiliser deux langues dans la même situation d'enseignement sans forcément stigmatiser les alternances codiques. L'important, c'est que l'enfant s'exprime, pense, réfléchit, et peu importe, à la limite, dans la langue qu'il utilise, le tout, c'est qu'il développe son esprit critique, sa pensée, etc. Donc, le but, c'est de favoriser l'objectif, l'engagement et la réussite de tous les élèves et sortir d'une forme d'impérialisme scolaire en contexte post-colonial. Donc, ça, c'est pour la pratique philosophique contextualisée. Donc, ensuite, la deuxième clé, c'est une pratique philosophique séquencée. C'est-à-dire qu'au départ, je pense comme un peu tout le monde, on se lance dans la philosophie et donc on fait un peu du one-shot, c'est-à-dire qu'on fait une séance de philo à partir d'un livre, mais un peu, elle n'est pas vraiment dans une séquence. Et donc là, du coup, j'ai vraiment essayé de faire des séquences de philo, de varier les entrées, donc en utilisant des supports qui agissent comme des stimulus pour capter l'attention des élèves, avec soit ça peut être aussi des vidéos, ça peut être des musiques, et qui proposent un éclairage singulier de la notion philosophique en jeu. Et à chaque fois, à chaque séance, on enrichit une carte mentale collective qui permet, je l'expliquerai après, je reviendrai là-dessus après. Donc voilà, on essaye de stimuler, de s'adresser, de toucher au sensible, de stimuler les récepteurs sensoriels des enfants et de rendre l'information signifiante à travers des supports inducteurs qui les motivent, qui leur donnent envie d'aller plus loin. Donc, pourquoi aussi c'est important de faire cette approche séquencée? C'est par rapport au constat qu'en fait, quand je me lançais dans une discussion philo comme ça directement, c'était forcément toujours un peu comme dans tous les domaines. C'était toujours les mêmes enfants qui participaient plus, qui apportaient plus de réflexion. Et donc, je me suis dit, comment faire pour essayer de rééquilibrer un peu et permettre à tout le monde de s'exprimer, à tous les enfants de réussir à participer de façon positive à cette discussion philo. Et donc, du coup, ces artefacts, donc, ils donnent une culture commune, une base réflexive collective, qui permet de réduire un peu les inégalités sociales, les inégalités liées aussi aux milieux familiaux et aux stimulations différentes des enfants dans les familles, et d'outiller intellectuellement les élèves de façon plus équitable. En tout cas, on essaye de donner une culture commune, une base réflexive commune à l'ensemble des élèves, en dépit des différences familiales, sociales, etc. Donc, on utilise une variation des entrées. Donc, en première séance, j'aime bien utiliser le dessin réflexif. Donc, c'est Molinier qui en parle. Parce que ça permet donc, quand on est sur un thème, première séance, c'est à chaque fois dessinez-moi ce que vous pensez. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on était sur le bien-être. Pour vous, c'est quoi le bien-être? Dessiner, mais je ne leur dis pas plus. Comme ça permet d'avoir leur représentation initiale. Ensuite, on fait verbaliser les élèves sur leur dessin. Et du coup, ça permet d'en savoir un peu plus par rapport aux représentations. On commence déjà à construire une petite carte mentale. On utilise aussi la littérature de jeunesse, le photolangage, les vidéos, les poèmes ou alors une œuvre d'art. Donc, tout ça pour essayer de multiplier les chances de réussite pour les élèves et renforcer leurs apprentissages. Et comme je disais tout à l'heure, donc on utilise une carte conceptuelle collective, une carte mentale qui favorise le classement, le transfert de l'information, de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Et donc elle accompagne l'apprenant dans le processus de codage de l'information à travers une représentation visuelle. Donc ensuite, la troisième clé, c'est, je vais juste regarder combien de temps je suis. C'est déjà 20 minutes. Okay. C'est pratique philosophique explicite. Donc, c'est-à-dire, en fait, donc comme là, je suis à l'école et on insiste beaucoup sur l'enseignement explicite pour faire réussir les enfants. Donc, je me suis dit, je vais tester, on va essayer. Donc, moi, j'aime bien chercher, essayer des nouvelles choses. Donc, on va
Je vais essayer de transférer ça à la philo et on va voir ce que ça donne. Donc, en fait, avant la discussion, donc au départ, pareil, au départ, quand je faisais de la philo, on lançait les enfants et j'étais pas clair sur les stratégies, je leur explicitais pas les stratégies pour réussir, ni forcément les critères de réussite. Donc là, j'explique dans la pratique philosophique explicite, je leur explique clairement les stratégies cognitives, les attendus discursifs, les critères de réussite. Donc, le but, c'est d'essayer de doter les élèves de stratégies de conceptualisation, de problématisation, d'argumentation, d'interprétation, de rendre perceptibles les mécanismes inconscients, les opérations mentales. Donc, l'approche explicite, elle part de la connaissance des difficultés et on travaille sur des points clés. Par exemple, on se rend compte que beaucoup d'enfants, à part ceux qui viennent, donc certains enfants issus de familles peu connivantes avec la culture scolaire ont un manque de références culturelles. Du coup, hop, on va multiplier les supports de médiation culturelle pour les outiller intellectuellement. On se rend compte qu'ils ont des difficultés de traitement de l'information, de mémorisation. Hop, on met en place la carte conceptuelle, la carte mentale, et on est confronté aussi à une maîtrise partielle du langage. Donc, du coup, on essaie de mettre en place un modèle éducatif bilingue, Donc là, par exemple, l'explicitation des stratégies de réussite. Donc là, je l'ai derrière moi. Donc c'est une feuille en fait que je mets au tableau, mais du coup, les enfants, quand on commence la discussion, on rappelle les règles de la discussion, mais on peut dire aussi, on peut présenter cette feuille, on leur dit, voilà, déjà, vous pouvez expliquer vos idées. Donc, je peux dire, par exemple, je pense que, donc c'est très simple, mais bon, ils s'appuient dessus, ils l'utilisent et en deux, j'écoute pour comprendre. Donc déjà, pour écouter, je regarde celui qui a le micro et qui parle. Si je ne l'écoute pas, je ne le regarde pas, ça va être difficile. Je reste silencieux pour le comprendre. Si je parle en même temps que lui, ça va être difficile. Je donne mon avis. Je peux dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, etc. Donc ça, c'est plutôt pour les stratégies. Et pour les critères de réussite, en fait, donc j'ai mis en point une grille d'auto-évaluation pour essayer d'associer l'élève en fait au processus d'évaluation. Et donc du coup, à la fin de la discussion, il y a un petit temps où donc pour la métacognition, l'enfant se positionne. Donc, alors après, la discussion est filmée. Je filme, donc j'utilise un micro et je filme les discussions pour pouvoir revenir a posteriori dessus. Mais déjà, avec ça, l'enfant, il peut se positionner. Donc, est-ce que je reste dans le sujet? Est-ce que je réponds à la question? Est-ce que j'écoute les autres? Est-ce que je prends la parole? Est-ce que je donne des exemples, des moi, mi, ennemi, des contraires, des expressions? Est-ce que je dis ce que je pense et j'explique pourquoi, j'argumente, je justifie? Est-ce que j'appuie ma pensée sur des supports étudiés en classe, albums, chansons, poésie, dessins? Est-ce que je fais référence au personnage de l'album, par exemple? Je ne pense pas pareil, mais je respecte. Je prends l'idée d'un camarade, j'ajoute quelque chose en plus. Donc ça, je les incite à rebondir sur les propos des autres. Je trouve de nouvelles questions sur le thème. Donc voilà, cette petite grille, ils s'auto-positionnent en fait, et ça leur permet de clarifier en fait les attentes par rapport aux critères de réussite de la participation dans une discussion philo. Donc les discussions à visée philosophique sont filmées, les échanges oraux sont transcrits, et quand je travaille avec les parents, on fait aussi des entretiens semi-directifs pour en savoir plus, en fait, pour approfondir un peu les phénomènes étudiés. Donc, l'analyse sous le prisme de la contextualisation, donc on va analyser quoi? On va analyser les albums, le corpus littéraire, on va analyser aussi les autres supports, inducteurs qui permettent d'amorcer les discussions philo. On va analyser aussi l'implication parentale, pardon, là il y a une faute, il y a un S, les styles d'interaction parentaux. On va analyser aussi au niveau linguistique, est-ce qu'il y a des alternances codiques, est-ce qu'ils parlent en français, est-ce qu'ils parlent en tahitien, etc. Et le degré de contextualisation. Ensuite, on analyse aussi sous le prisme de l'approche séquencée. Donc,
la portée philosophique des supports, comment ces supports vont permettre de stimuler justement les sens des élèves et focaliser leur attention, les motiver à s'engager dans la réflexion. Et on va analyser aussi le résultat de la carte conceptuelle. Et pour l'approche explicite, on va analyser les compétences argumentatives, la métacognition, l'inclusion des élèves à besoin dans la discussion, mais aussi la rigueur intellectuelle. On n'abaisse pas le niveau au niveau de la rigueur intellectuelle du philosophé. Donc, qu'est-ce que les résultats montrent? Encore, ça fait 25 minutes, encore 5 minutes. Donc, c'est quoi la plus-value en fait de la contextualisation didactique? C'est que les supports de médiation endogène facilitent le processus d'identification. Donc, les enfants s'identifient plus facilement aux personnages, l'environnement fictif et familier, tout en soulevant des questions universelles à forte portée philosophique. Donc, bien sûr, l'idée n'est pas de les enfermer dans leur culture, dans des déterminismes culturels, mais de les ouvrir au monde. Hein. C'est pour ça qu'on fait de la philo à travers des questions universelles qui traversent toutes les civilisations et les époques. Donc, les résultats aussi montrent que c'est nécessaire de donner les clés d'une discussion philo réussie aux parents, parce que des fois, quand on implique des parents, ben, on a des parents qui ne savent pas exactement. Par exemple, on avait un papa, un grand-père qui était venu, donc lui, c'était un pasteur, donc il était très moralisant. Voilà, c'est important de leur donner les clés, donc pas de moralisation, posture d'ouverture d'esprit. La maïotique, donc voilà, on n'est pas là pour donner toutes les réponses, hein. On fait accoucher la réflexion des élèves, et ça demande du temps, de la patience, etc. Et donc ça, il faut l'expliquer aux parents si on les implique, parce qu'ils ne comprennent pas toujours. Et donc, les discussions philo, mes travaux de thèse, ils montrent que quand on implique les parents, il y a des parents, donc pas tous, mais certains, on voit une évolution des styles interactifs parentaux. Donc, certains se disent, ah ok, je peux. Déjà, ils sont étonnés, hein, ils sont perplexes face à la possibilité de réflexion de leur enfant. Et ils se disent, ah ouais, en fait, je peux faire ça, ok. Et du coup, on voit un passage du style interactif directif au suggestif. Je vais finir rapidement pour laisser des temps peut-être pour les questions. Ensuite, au niveau le translanguaging, donc cette méthode qui permet d'utiliser 2 langues dans une même situation d'enseignement. Donc, l'avantage, c'est qu'elle permet à l'enfant d'utiliser l'ensemble de son répertoire langagier pour philosopher. Et donc, voilà, je passe. Au niveau de l'approche séquencée, les résultats, donc c'est que en fait, donc les supports inducteurs, ils vont stimuler l'attention, ils vont capter l'attention des élèves, ils vont proposer un éclairage singulier de la notion philosophique, ils vont stimuler le récepteur sensoriel. Et en fait, la carte conceptuelle évolutive, elle permet le classement, le transfert de l'information. Par rapport à l'approche explicite, la plus-value, c'est qu'en fait, elle permet de clarifier les attentes et elle réduit donc du coup l'implicite scolaire. Ensuite, elle permet le développement des compétences argumentatives, donc augmentation de la qualité des interventions, apparition d'arguments plus construits, capacité accrue à justifier, à nuancer. Et on a une amélioration de la métacognition, donc capacité à auto-évaluer sa participation. Et on peut voir aussi ces stratégies de réussite en philo peuvent être transférées aussi dans d'autres situations d'apprentissage. Alors, je vois l'heure qui défile. Voilà, je vais peut-être terminer. Donc, je vais juste vous présenter les limites de l'étude. Bon, c'est bien sûr les conditions de l'expérimentation qui sont uniques. Je suis dans cette classe avec donc ces élèves-là bien particuliers. La petite taille de la population, donc, qui est de 20 élèves, donc la courte durée de l'étude, le nombre limité de pratiques. Donc, on voit une réduction des écarts des niveaux d'apprentissage, mais pas une disparition. On a encore des écarts d'apprentissage. Donc, voilà, ça se réduit, ça s'améliore, mais ce n'est pas encore parfait, hein. Et voilà, une limite aussi, donc c'est que certains élèves, on appelle ça des locuteurs passifs, c'est-à-dire qu'ils comprennent le tahitien, mais ils ne le parlent plus. Et du coup, ça pose des problèmes pour la transmission intergénérationnelle des langues dans l'avenir.
Et aussi, donc beaucoup d'enseignants, donc moi je suis français, mais même beaucoup d'enseignants polynésiens sont en insécurité linguistique par rapport aux langues polynésiennes. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on peut intégrer les parents. C'est intéressant comme des personnes ressources en fait pour la langue polynésienne. Juste en conclusion, donc avant de terminer, donc pour revenir à la question, la problématique de départ, en quoi une pratique philosophique contextualisée, séquencée, explicite permettrait-elle de favoriser la réussite de tous les élèves à l'école polynésienne, postcoloniale et plurilingue? Donc la première clé, une pratique philosophique contextualisée, elle permet d'engager plus les élèves, de les motiver, elle facilite l'identification, le processus d'identification, et elle valorise la culture et l'identité polynésienne, elle permet la continuité école-famille, et elle témoigne aussi d'une ouverture linguistique. L'approche séquencée, donc cette variété d'entrées, elle permet d'outiller intellectuellement tous les élèves et elle favorise une école plus inclusive et réflexive. Et l'approche explicite, l'explicitation des stratégies et des critères de réussite facilite la progression de tous les élèves et profite en particulier aux élèves à besoins particuliers. Voilà, après vous avez une petite bibliographie. Et voilà, j'ai terminé. Merci pour votre écoute. Ah ben, Simon, merci beaucoup. C'était très clair, très intéressant. Vraiment, merci beaucoup d'être là pour nous partager ton étude.